À vous, Sylvia. Merci. Merci Lydie. Merci Seine-Marne Créativité. Très bien. L'enregistrement a démarré. Merci pour m'avoir invité à parler de ces sujets qui me passionnent depuis plusieurs années. Je vais me présenter d'une façon très synthétique. Donc, j'ai trois rôles, plus ou moins, dans la vie, trois rôles principaux. Un, c'est je suis co-dirigeante d'une petite société qui s'appelle Nexus Consultation, qui est située à Fontainebleau. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis là, parce que je suis Seine-et-Marnaise. Et donc, je fais partie du tissu d'entreprise de Seine-et-Marne. Au travers des Nexus, nous nous occupons des régénérations. C'est celle qu'on appelle régénération. Donc, nous cherchons d'accompagner la régénération pour les individus, donc ça veut dire faire des programmes de coaching pour les groupes et pour les organisations entières. Donc, régénérer la mission, le purpose, la raison d'être des organisations. Je suis directrice d'une petite fondation qui s'appelle Beth Chicken. C'est une fondation qui s'occupe qui œuvre dans le domaine de l'éducation pour accompagner les filles en particulier à grandir son stéréotype ou le plus que possible libre des stéréotypes. Donc, nous faisons des programmes dans les écoles avec des financements que nous allons chercher dans les entreprises. Et mon troisième rôle, c'est que j'enseigne ces thèmes, les thèmes de comportement organisationnel, donc aussi tout ce qui est autour de la diversité, de l'inclusion en entreprise et les thèmes des femmes, du leadership des femmes, aussi à l'ESSEC, comme intervenante. Je ne suis pas prof à l'ESSEC. Ça, c'est mes trois rôles. Je vous propose de commencer notre webinaire en vous partageant la présentation de ce matin. Donc, je vous partagerai aussi les règles, les principes de fonctionnement. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Alors, donc, notre webinaire s'appelle Femmes et leaders. Principe de participation, nous allons être ensemble pendant 1h30. Donc, ça veut dire qu'à 10h, il y aura la frontière du temps qui finit. Donc, le webinaire sera fini. Nous aurions une petite pause si besoin, mais normalement, pour des webinaires d'1h30, et vous verrez que c'est assez interactif, donc il n'y aura pas besoin. Les microphones fermés, mais ça, tout le monde est déjà dans les principes. Levez la main si vous avez des questions vraiment urgentes. Sinon, vous pouvez utiliser la chat room pour tout ce qui est commentaires, pour des idées qui vous viennent à l'esprit, pour poser des questions. N'hésitez pas à utiliser la chat room. Et sinon, si vous avez besoin ou envie de prendre des notes ou de sketcher quelque chose, c'est intéressant d'avoir du papier et crayon à côté de vous, on ne sait jamais. Et surtout, ben, amusez-vous, prenez ce temps aussi pour réfléchir et pour vous amuser. On va commencer par la question un peu qui est autour de ces webinaires, c'est-à-dire, existe-t-il un leadership des hommes et un leadership des femmes? Donc, est-ce que le leadership est genré? Est-ce que les femmes et les hommes ont des différences dans l'exercice de leadership? Et je vais vous demander d'utiliser les chat rooms pour mettre vos réponses. Et aussi, si vous voulez, donc, vous pouvez répondre avec un oui ou avec un non, mais aussi quelles sont les différences. Donc, quelles sont les différences que vous voyez entre les leaderships des hommes et les leaderships des femmes. Alors, je vais mettre la chat room. Alors, la question est, est-ce que les femmes exercent le leadership d'une façon différente par rapport aux hommes? On dit toujours un leader et pas une leader. Tout à fait. Les hommes beaucoup plus autoritaires, les femmes plus dans l'écoute. Très bien.
Est-ce que vous avez d'autres idées? Donc, on commence là à voir que des différences émergent. Par exemple, que dans les langages, en effet, on a un réflexe, c'est de dire un leader, un manager. Les hommes justifient moins leurs choix. Donc, les hommes n'ont pas besoin de enrichir leurs choix, leurs décisions de tout un tas de justifications, Bienvenue à, je ne vois pas les noms qui s'excusent pour les retards. Nous venons de commencer, donc c'est dans les frontières du temps. Est-ce que vous avez d'autres idées sur les différences du leadership des hommes et des femmes? Des différences réelles ou des schémas mentaux dans la société? Ben ça, on verra. Ça, c'est un des thèmes que nous allons explorer, en effet. Est-ce que les différences, par exemple, sont naturelles, donc nous naissons déjà avec ces différences, ou est-ce que c'est plutôt un regard qui nous est donné, qui nous est mis par les personnes que nous avons autour, dans les organisations, dans la société, etc. Je vois encore quelqu'un qui est en train d'écrire, et puis après... L'homme aime garder la main sur ses équipes. Donc, Constance nous dit, ben, l'homme aime garder la main, la femme est plus dans l'action, ça on verra, oui, peut-être. L'homme aime garder la main sur les équipes. Ça dépend vraiment des cultures. En effet, c'est vrai que déposer déjà cette question, c'est assez caricatural, mais c'est un peu une provocation parce que par rapport à ce que vous verrez, nous allons nous dire plus tard. Donc, je vais vous repartager ma présentation. Vous voyez mon écran? Excusez-moi, mais je suis passée du mode... vous voyez l'écran? Oui. Sylvia, on t'entend mal. Est-ce que tu peux... Je pense que la caméra, on t'entend très mal. Alors, vous m'entendez très mal. Moi, de mon côté, tout marche. J'ai un bon réseau. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Oui, je pense, peut-être Nelly, est-ce que c'est pas toi qui as des... Parce que moi aussi, je t'entends mal. Oui, je pense que, Nelly, je pense que tu as peut-être un problème parce que j'ai plein de messages pour me dire que les gens entendent bien. Donc, c'est plutôt peut-être un problème que tu as des réseaux parce que moi aussi, je t'ai entendu très mal. Ah oui, alors c'est Nelly, carrément. Essaye peut-être de sortir et rentrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Non, il n'est pas revenu l'écran. Alors, attendez que j'ai refait le partage. Partager du contenu. Voilà. C'est bon, ça marche. Très bien. Donc, je vais vous montrer l'agenda de ce matin. Donc, nous allons voir un peu, nous allons parler des doubles contraintes. Et donc, nous allons nous dire, et il y a déjà des suggestions que vous avez données sur qu'est-ce que ça peut être, ces doubles contraintes. Cette caricature dans laquelle les hommes et les femmes rentrent. Et je vais vous présenter, comme je travaille depuis une vingtaine d'années dans ces domaines, j'ai pas mal d'expérience en entreprise, mais pas que, aussi dans d'autres domaines d'application de ces modèles. Et puis, on va se demander ben, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement. Et je vais chercher de garder les derniers quarts d'heure pour un moment de questions-réponses, peut-être même 20 minutes, parce que vous allez voir, c'est des thèmes qui sont très intéressants et sur lesquels c'est intéressant dialoguer plus que avoir des choses qui sont toutes prêtes. Donc,
Je vais vous montrer cette diapositive parce que c'est l'autre jour, j'ai cherché des images parce que j'étais en train de préparer une présentation sur les leaderships pour mes étudiants et étudiantes. Et donc, je cherchais des images pour décorer un peu les slides et j'ai googlé leadership. Vous savez que, je ne sais pas, en ce moment, peut-être vous allez googler, il n'y aura pas les mêmes résultats parce que Google met en avant, selon la journée, il y a tous ces algorithmes. Mais là, cette journée-là, les 10 premières images que j'ai trouvées sur les leaderships sont celles que j'ai collées sur cette diapositive. Donc, j'ai discuté beaucoup ça avec mes étudiants et étudiantes et on a remarqué que c'est surtout du bleu. Et donc, on a l'habitude à faire une association du bleu parce que malheureusement, c'est encore comme ça. Ça suffit de rentrer dans la grande récré, par exemple, il y a les côtés bleus et les côtés roses et c'est les codes couleurs, c'est assez clair. Et ça répond un peu à la caricature parce que si vous allez chercher sur les côtés roses, vous allez trouver des sèches-cheveux, vous allez trouver des planches à repasser, vous allez trouver des fers pour repasser, vous allez trouver la machine à laver, etc. Et si vous allez chercher dans les côtés bleus, pour les jouets, vous allez trouver les marteaux, la clé anglaise, l'excavateur, etc. Donc, les codes couleurs, c'est assez clair dans ces slides. Et puis, si on regarde dans les images, on voit des cravates, on voit des individus qui sortent du lot, on voit des flèches, des doigts qui indiquent. On voit seulement une femme avec un éclaireuse avec une torche, mais sinon, c'est des images qui renvoient, au moins c'est l'interprétation qu'on a discuté avec mes étudiants. Et puis, j'ai utilisé cette image aussi, pas plus tard qu'il y a 3 jours, pour intervenir dans une association des femmes. En fait, c'est des images qui renvoient à un univers assez masculin. Et donc, à partir de cela, on peut se dire, ben, quand même, dans la tête derrière les algorithmes de Google, quand on cherche leadership, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas une idée du monde qui renvoie plutôt à quelque chose de masculin, qui associe les leaderships plutôt aux hommes? Et en effet, on peut se demander, il y a ces vieux stéréotypes hein, qui est très discuté en ce moment, qui est plutôt, qui voudrait que les femmes prennent plutôt soin. Et pourquoi? Parce que c'est lié, ces stéréotypes, à toutes les fonctions autour de la maternité. Donc, ça s'est créé autour des fonctions liées à la maternité, la nutrition, l'effet de faire grandir les enfants, de soigner la famille, etc. Et les hommes, par contre, sortent de la caverne, chose qui n'est en plus, qui a été montrée comme pas vrai, hein, cette image stéréotypée des hommes et des femmes des cavernes, la femme dans la caverne et l'homme qui va à la chasse, a été démentie par des recherches qui sont récentes, des résultats des recherches qui sont récentes, mais dans notre imaginaire, c'est quand même très présent le fait que les hommes sont forts, sont décisifs, sont assertifs et donc prennent en charge et les femmes prennent soin. Donc elles sont nourrissantes, elles sont émotionnelles, elles ont, et quelqu'un d'entre vous tout à l'heure l'a dit, elles sont plus prédisposées naturellement à l'écoute, elles sont communicantes. Donc ça, c'est un peu les deux univers des stéréotypes qui emprisonnent les hommes et les femmes, hein, parce que l'homme qui ne répond pas à ces stéréotypes, c'est un faible, c'est quelqu'un qui n'a pas de caractéristiques qui peuvent le faire accéder au pouvoir, etc. Et par contre, alors, il y a des personnes dans la salle d'attente. Est-ce que quelqu'un peut les faire rentrer? Je m'en occupe, Sylvia. Merci beaucoup, Didier. Merci. Parce que moi, je ne vous vois pas. Hein. Moi, je vois malheureusement ma présentation et je vous vois un tout petit. Donc, et les femmes qui ne répondent pas, et ça, et on va voir surtout cela, les femmes qui ne répondent pas à ces stéréotypes, qu'est-ce qui se passe? Elles ont une double contrainte. Donc, elles ne répondent pas aux stéréotypes, donc elles commencent à prendre en charge, ce qui veut dire qu'elles se montrent fortes, décisives, assertives.
elles sont vues comme compétentes, peut-être, si elles sont vues comme compétentes, parce qu'on verra que ce n'est pas évident non plus, même quand les femmes deviennent assertives, fortes et décisives, de voir ce qu'elles sont en train de faire, de les voir dans l'expression de ces comportements. Mais de toute façon, même si elles sont vues, elles ne sont pas aimées. Donc, elles sont vues, mais elles sont... Et après, on verra un petit film qui est très intéressant sur cela, mais elles sont considérées comme bossy, comme dictatrices, arrogantes, etc. Par contre, si elle rentre dans les stéréotypes et donc elle prend soin et donc elle se comporte comme selon ces métamodèles, qu'est-ce qui se passe? Elles sont aimées, mais elles sont vues comme moins compétentes. Donc, par exemple, dans un groupe, je suis une femme, je m'affirme, je ne serai pas aimée, même si vue peut-être comme compétente. Par contre, si je prends soin du groupe, je m'occupe du climat du groupe, je m'occupe du développement du groupe, etc., je serai aimée, mais je ne serai pas vue comme compétente. Donc ça, c'est la double contrainte et c'est un peu le grand risque quand on parle de leadership pour les femmes, c'est de rentrer dans cette double contrainte qu'on verra, même si ça fait au moins une vingtaine d'années pour l'Europe, une dizaine d'une façon intensive que le leadership des femmes est travaillé. En réalité, il y a plein d'études qui nous parlent des biais ou de stéréotypes de deuxième génération. Donc, c'est les stéréotypes qui sont encore présents, qui sont encore là, malgré le fait qu'on travaille sur ces thèmes depuis longtemps. Mais ça, on les verra plus tard dans la présentation. Donc, les résultats de cette double contrainte, et là, j'ai mis Angela Merkel, qui, malgré l'effet de cette réévaluation qui a été faite suite à ce qu'elle a fait, au type de leadership qu'elle a pris pendant la crise du Covid, mais malgré tout ça, c'est un peu l'exemple d'une leader très forte, très assertive, mais qui a les résultats un peu de cette double contrainte. Les femmes au pouvoir sont considérées comme compétentes ou agréables, mais rarement les deux à la fois. Si on regarde les articles, moi j'ai regardé, j'ai eu les sources que j'ai eues, c'est The Guardian et c'est Le Monde. J'ai pris en examen plusieurs articles qui parlaient du leadership d'Angela Merkel pendant la crise du Covid. Il n'y a pas, ça n'a pas beaucoup changé par rapport au fait de la considérer une leader froide, une leader compétente, une leader qui a su parler aussi en utilisant des arguments très rationnels, mais quand même qui est restée distante. Est-ce que c'était ce qu'il fallait dans la crise Covid? Ça, c'est un autre discours, mais l'effet reste que les femmes au pouvoir difficilement sortent de cette double contrainte. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va nous... Alors, malheureusement, il n'y aura pas de son parce qu'on a essayé tout à l'heure de faire apparaître les sons, mais vous allez juste les regarder parce que ça va un peu nous montrer comme pour définir des situations qui sont les mêmes pour les hommes et les femmes dans ces métamodèles de les femmes prennent soin et les hommes prennent en charge, ça change et la perception de certains comportements, s'ils sont portés par les femmes et s'ils sont portés par les hommes, les jugements qu'on porte, c'est très différent. Et la vidéo caricature un peu cela et nous aide à reconnaître des situations dans lesquelles ces phénomènes se passent. Donc, je vais la faire partir, j'espère que vous la verrez. Vous voyez, la femme, c'est bossy, c'est autoritaire, la femme, c'est pushy, elle pousse, l'homme, c'est persuasif.
L'homme est dédié et la femme est égoïste. Quand elle est au travail, la femme, elle est manicieuse, l'homme est propre. Et voilà, c'est élégant et démonstratif. Donc voilà comment c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est un peu caricatural cette vidéo, mais ça nous montre d'une façon assez claire comment la double contrainte s'exprime dans les langages et dans les modèles mentaux. Parce que, bien sûr, quand nous utilisons certains mots, il y a tout un monde que nous construisons derrière, il y a toute une perception de la réalité qui est derrière ces mots et qui nous fait utiliser, par exemple, les mots bossy sur une femme qui s'affirme et par contre, l'homme qui s'affirme, c'est tout simplement, c'est boss, il exprime son leadership. Je vais vous introduire un modèle qui va déjà nous faire un premier pas pour sortir de ces dualismes. Soit c'est prendre soin, soit c'est prendre charge. Et donc, ces modèles, c'est un modèle intéressant parce que c'est un modèle en 4 dimensions. Déjà, ça nous fait sortir du dualisme. On n'en a plus que 2. On a 4 possibilités. Et puis, l'idée, c'est de sortir j'ai à ma disposition seulement un type de leadership. Je peux accéder seulement à un type de leadership. Donc, c'est un modèle qui nous aide à nous penser comme multi-composé par rapport au leadership et dans un centre idéal, c'est là où il y a la coquille, dans lequel nous pouvons aller prendre ce qui nous sert selon la situation. Donc, je vais vous le présenter, excusez-moi, je vais vous le présenter petit à petit, après avoir vu l'ensemble. On va commencer par les leaderships relationnels ou les leaderships de l'empathie. On va commencer par cela parce que c'est celle qu'on a explorée comme le leadership du prendre soin. Donc, le leadership qui est dans les stéréotypes du leadership des femmes. Qu'est-ce qui se passe quand nous exerçons ce leadership? C'est le leadership qui va nous permettre de ressentir. Donc, nous savons que l'empathie, c'est ces sentiments qui prévoient que nous arrivons à voir le monde de l'autre et même à les ressentir. Donc, nous n'éprouvons pas la même émotion, mais nous allons voir et nous allons comprendre, même avec les corps. L'empathie, ce n'est pas que quelque chose du cerveau, c'est quelque chose qui nous permet de rester séparés de l'autre, mais de les comprendre, de la comprendre d'une façon globale, au travers de nos sens, au travers de notre âme, au travers de notre cerveau, au travers de nos émotions. Donc, c'est vraiment cette dimension-là, c'est le leadership relationnel. J'ai un fil qui me connecte à l'autre et c'est un fil complet. Ce n'est pas qu'émotionnel, ce n'est pas que sur une seule dimension. C'est l'énergie de l'intuition dans laquelle nous pouvons accéder à notre intuition, ressentir les choses et sauter beaucoup des passages rationnels, arriver à des conclusions qui sautent un peu la rationalité. C'est l'énergie de la compassion dans laquelle nous arrivons à comprendre les autres, du prendre soin, nous l'avons vu, c'est l'énergie un peu du métamodèle féminin. C'est l'énergie dans laquelle nous avons un esprit ludique et nous nous amusons avec légèreté. Tout ça, ça compose le leadership relationnel. Après, nous allons voir le deuxième type de leadership, c'est le leadership plutôt assertif, dit aussi leadership guerrière. Et donc, dans ces leaderships, c'est le leadership qui va nous permettre de remettre en question, de défendre les périmètres des rôles, par exemple, et donc d'explorer notre rôle et puis d'en arriver au périmètre jusqu'au bout, mais pas plus loin, c'est-à-dire d'être consciente de notre périmètre d'action, de notre périmètre de responsabilité. Et éventuellement les défendre, et éventuellement aussi les défendre de l'invasion des choses qui nous arrivent et qui ne sont pas dans ces périmètres. Donc, c'est l'énergie dans laquelle nous pouvons, par exemple, dire non quand quelqu'un nous pose des choses dans notre bureau et c'est, par exemple, on est là, c'est 19h et donc c'est l'énergie qui nous permet de mettre une frontière.
établir des limites claires sur les rôles, sur les temps, sur les tâches, prendre position pour défendre et protéger nous-mêmes les autres. Donc, c'est aussi l'énergie qui nous permet, dans une réunion, par exemple, de manifester notre sororité quand nous voyons qu'il y a des collègues qui coupent la parole à une collègue. Donc, c'est dans cette énergie-là que nous pouvons dire, bah, écoute, ça m'intéressait beaucoup, c'est que la collègue était en train de dire, est-ce qu'on peut la laisser finir et puis après, on procède. Ou pour nous-mêmes aussi. Donc, les Américains ont même un nom pour les mentorrupting. Donc, c'est l'effet que les hommes systématiquement, ça c'est caricatural, hein, bien sûr, mais interrompent les femmes quand elles parlent, c'est l'énergie dans laquelle nous pouvons dire non, je veux finir maintenant. Donc, je vais finir et puis après, tu pourras parler. Et c'est l'énergie qui nous permet d'agir et mettre les choses en marche. Donc, c'est une énergie d'action, c'est une énergie, par exemple, et donc si on fait référence aux deux grands modèles qu'on a vus, le modèle Take Care, Take Charge, prendre soin, c'est charger des choses, c'est plutôt une énergie de prendre charge. Et c'est une énergie à laquelle nous risquons de ne pas pouvoir accéder, de nous n'autoriser pas à accéder parce que c'est l'énergie que nous avons l'habitude d'associer au stéréotype masculin. Et c'est quelque chose que vous avez dit hein, dans la réponse, est-ce que ça existe un leadership masculin et féminin? Ben, si les hommes sont plus agressifs, plus dans l'action, plus dans l'assertivité, les femmes sont plus dans l'écoute. Donc attention, parce que si nous pensons ça, ça sera plus difficile de nous autoriser à prendre cette énergie. Mais comme je vous l'ai dit, hein, la beauté de ces modèles, c'est que ça fait sortir de ces dualismes et ça nous donne plusieurs possibilités par rapport au leadership. Et donc, de penser qu'il y a aussi un leadership stratégique, un leadership des perspectives. Et c'est le leadership qui nous permet plutôt de prendre de la distance, de percevoir la multiplicité des points de vue, dénommer les tendances et les habitudes. Donc, vraiment, imaginez, vous prenez de la distance, vous coupez de vos émotions, vous coupez de votre désir d'action. C'est le leadership qui va nous permettre de nous mettre à côté et d'une façon rationnelle, parce que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, l'intuition, il y a un livre qui est très beau sur cela, qui s'appelle Pensée lente, je ne sais pas les titres en français, en fait, Pensée lente, Pensée vite. C'est un livre très connu de Daniel Kahneman, d'économie comportementale, hein, essentiellement, qui nous fait découvrir, au travers aussi des connexions aux études de biologie et des neurosciences, comme l'intuition, parfois, elle est dangereuse. Donc, quand on est dans cette leadership stratégique, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que ça nous fait sauter à des conclusions sans bien vérifier notre processus de pensée. Donc, parfois, l'intuition nous mène dans des endroits qui sont plutôt des endroits de sécurité, qui sont des endroits de ne pas prendre des risques. C'est des endroits, elle nous fait rester dans des terrains sûrs. Le leadership stratégique nous coupe de cela, nous aide à utiliser notre partie préfrontale du cerveau, donc la partie vraiment du raisonnement rationnel, regarder ce qu'il y a sur la table et en plus rajouter des éléments parce que nous sommes loin et nous ne sommes pas dans nos émotions, nous ne sommes pas dans l'action, nous sommes vraiment loin et nous pouvons regarder les variables en jeu. Et donc, voir les perspectives, voir les stratégies à prendre. C'est le leadership qui nous permet, par exemple, quand nous avons un problème sur le travail ou un problème de couple, un problème de nous arrêter et nous dire, OK, j'ai fait émerger ma sagesse stratégique. Qu'est-ce que c'est au-delà de ce que j'éprouve en ce moment, au-delà de mes émotions, au-delà de l'envie d'agir vite, je m'arrête un moment et je regarde bien ce qu'il y a présent. Et dernière énergie, dernier cadran de leadership, c'est la vision, donc c'est l'inspiration. Maintenant, on en parle beaucoup. L'importance, quand on fait quelque chose, d'être connecté à notre vocation, à notre purpose personnel, à notre raison d'être. Donc, c'est dans cette énergie en particulier que nous arrivons à intégrer les passés, les présents et les futurs
que nous voyons les talents des autres et les nôtres, que nous renforçons et soutenons et que nous arrivons à garder la vision et à préserver l'intention. Donc, à préserver, j'ai envie de faire cela et j'arrive à préserver cette intention dans les temps. Donc, j'arrive à rester connecté et à me connecter avec l'énergie d'action pour porter mon intention. Donc, l'idée de ces modèles, c'est de pouvoir se mettre dans ces centres, qui est les coquillages, et aller prendre, aller piocher dans ces énergies sans stéréotype. Donc, l'idée, c'est, j'ai pas une seule flèche à mon arc, et comme je suis une femme, j'ai l'écoute, j'ai les soins, j'ai l'intuition, j'ai la compassion, etc. Mais justement, comme je suis une femme, j'ai la possibilité de me centrer sur moi-même, de me mettre dans un centre idéal pour aller piocher ces différentes énergies quand j'en ai besoin. Donc, en connexion, bien sûr, avec l'environnement, hein, parce que ce n'est pas qu'une question de me connaître avec moi-même, et on verra tout à l'heure les risques de tous les programmes de développement personnel. Donc, ce n'est pas une connexion qu'avec soi-même. Bien sûr, c'est arriver à se centrer sur sa propre son centre authentique, qui je suis, quel est mon travail, qu'est-ce que je dois porter au monde, et puis aller prendre ces énergies quand nous en avons besoin. On va arrêter juste un moment la présentation parce que j'ai besoin maintenant de vous poser des questions. Donc déjà, excusez-moi. Hein. Alors, je vais arrêter le partage. Et je vais vous demander, est-ce que vous pouvez allumer vos caméras? Comme ça, on peut se voir. Ça va être quand même plus sympa pour faire un petit moment d'échange en plénière, de nous voir. Donc, pour nous dire quels sont qu'est-ce qui vous traverse en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire par rapport à ces modèles. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que tout est clair? Il faut que vous allumiez vos microphones pour intervenir. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez quelque chose que vous êtes en train de penser? Est-ce que ça vous parle, par exemple, ce modèle? Est-ce que vous l'avez connecté à des situations? Est-ce que... Pour moi, les deux derniers me parlent pas forcément. J'ai plus de mal à faire le lien. J'ai une équipe d'hommes à manager et du coup, effectivement, il faut parfois passer du stéréotype, on va dire, ce qui est plus sur le stéréotype femme, dans le sens être à l'écoute, et puis pour autant être directive et puis s'affirmer, parce que sinon, c'est assez compliqué de s'imposer. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui vous est renvoyé, par exemple, quand vous mettez dans cette énergie plus guerrière, on va dire, dans cette leadership plus affirmative? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont renvoyées par votre ça me faisait penser quand vous dites effectivement que si on s'affirme, on n'est pas aimé. Ça, je crois que... Par contre, en tant que femme dans un milieu d'hommes, il faut avoir la légitimité au moins technique, et heureusement je l'ai, parce que sinon, il n'y aurait pas de crédibilité du tout. Hein. Oui. 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 Donc, c'est une partie, votre légitimité, ça vient à la fois de ce que je comprends, hein, du fait que vous savez vous affirmer et aussi du fait que vous êtes expert dans votre Ouais. travail. Donc, Il vous faut avez la légitimité oui. technique. Il faut savoir de quoi on parle. Sinon, en tant que femme, clairement, ce ne serait pas légitime d'être à la tête d'une équipe d'hommes si, en plus, ils avaient l'impression que je ne savais pas de quoi je parlais. Quoi. Oui.
Oui, et ça m'est fait venir à l'esprit une recherche, et puis c'est quelque chose que j'ai rencontré beaucoup dans mon travail, là. L'effet que les cas contraires, donc d'hommes qui sont pas du tout C'est tout à compétents, fait. c'est beaucoup plus facile. Ah, c'est plus facile et eux, ils se remettent pas en cause, en fait. Les Oui, hommes, ça les dérange pas de pas avoir la compétence. Peut-être parce qu'ils sont plus, je sais pas moi, ils savent s'imposer peut-être plus facilement, mais nous, en plus, on aura toujours le doute à se dire: «Est-ce que je suis bien légitime?» On se oui, remettra en cause, ce qui est pas du tout leur cas, hein. oui, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent, c'est quelque chose qui est dans mon expérience, et puis il y a des tonnes de recherches aussi sur cela, hein, qui sont. Mmh. Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que un autre d'entre vous a envie de commenter de soi-même par rapport au modèle? Donc, Muriel, vous avez dit par contre que l'énergie stratégique et la vision vous sont moins familiers. Hem, Bah, on en a forcément besoin maintenant. Par rapport à la façon dont c'est décrit, heu, je vois peut-être moins à quoi ça correspond dans mon Mhm. quotidien, je vais dire. Oui, oui. C'est par exemple la stratégie, ben, c'est quand vous pensez les futurs et puis vous mettez ensemble toutes les variables, par exemple en prenant une décision. Ah bah, ça, c'est tout le temps alors, dans Oui, ce cas-là. oui, parce que C'est je me disais c'est dans toujours un. se projeter, c'est anticiper, c'est essayer de ah si, si, ça c'est effectivement, c'est tout le temps. Oui, oui. Est-ce que, non, Catherine, vous avez allumé votre micro? Non? Non, 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 non. Quelqu'un d'autre? Merci Muriel. Euh, Si vous avez envie de. Est-ce que, quand je vous ai présenté les modèles, est-ce qu'il y a quelque chose de votre expérience qui vous est venu à l'esprit? Une situation ou quelque chose dans laquelle vous vous êtes dit, ah ben tiens, je reconnais ça, j'ai vécu ça. Non. Très bien. Je vous propose de continuer parce que ça sera peut-être quand on va plus dans les cas pratiques qu'il y a des choses qui vont vous venir à l'esprit. Je vais vous repartager, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut. Je vous invite, hein, si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas à utiliser la chat que j'arrive à voir. Alors, je vais vous repartager l'écran parce que nous allons continuer. Donc, vous le voyez? On le voit, c'est bon, Très bien, Sylvia. c'est bon. Donc, juste pour la curiosité, hein, parce que derrière chacune de ces dimensions du leadership, il y a des émotions de base qui sont un peu la porte pour l'accès. Donc, pour les leaderships plus d'empathie, pour le leadership relationnel, l'accès, c'est sur la tristesse, parce que c'est la tristesse qui nous donne l'accès au monde de l'empathie. Donc, c'est au travers du fait d'arriver à contacter sa tristesse. Et en effet, par exemple, moi personnellement, je me rends compte, et puis je l'ai observé aussi dans beaucoup de cas de coaching, que quand il y a que de la colère, quand on arrive à accéder que à l'émotion colère, on a plus de mal à se connecter aux autres. Donc, et la porte de cette émotion, c'est vraiment la tristesse du leadership empathique, la capacité à être en contact, à se dire, à reconnaître, ben, en ces moments, ce que je ressens, c'est de la tristesse. La colère est à la base de l'accès, est à la base de la possibilité de l'action et donc du leadership guerrier. Ben, la guerrière nous fait penser à une expression saine de cette colère, donc à une colère qui s'exprime
au travers d'une énergie d'action, une colère qui est contenue, comme on dit en jargon technique, donc qui ne sort pas de son conteneur, mais qui est canalisée pour servir l'action. La stratégie, et ça on le voit très bien dans les animaux, si vous avez un chat, vous voyez, ça se voit très bien quand les chats formulent sa stratégie, c'est à partir de la peur. Il a peur de l'action, donc il veut bien voir tout son territoire, et puis après, il décide, mais avant, il a besoin d'analyser en restant détaché, donc il reste immobile. Ça, dans les animaux, ça se voit très bien, ben, c'est cette énergie-là, c'est la peur qui nous fait rester immobile. C'est l'énergie qui nous paralyse, ou bien non, quand elle nous paralyse, c'est le trop de peur, mais quand elle est saine, elle nous fait juste arrêter, regarder autour ce qu'il y a et prendre après la décision. Et après, l'énergie de la vision, le leadership de la vision, c'est activé par la joie, donc par la joie de se représenter dans un futur dans lequel on a envie d'être. Donc, ça, c'est les 4 éléments des énergies qui sont aussi à la base d'un programme qui s'appelle Coming into Your Own, qu'on pourrait traduire comme Deviens celle que tu es, que c'est un programme qui amène les femmes, c'est un programme qui amène les femmes à travailler sur elles-mêmes pour être en contact avec, pour favoriser un contact avec ces 4 énergies. Mais, en fait, c'est très intéressant de faire ce travail et déjà, c'est beaucoup. Donc, déjà, c'est une avancée par rapport à il y a une vingtaine d'années où ce genre d'idée de travailler sur soi-même pour pouvoir arriver à des expressions complètes de son leadership, à ne pas être mise dans une boîte, c'était très intéressant, mais il y a une limite et je ne sais pas si quelques-unes d'entre vous a eu l'occasion de lire les livres de Sheryl Sandberg, donc c'est la ex-CEO de Facebook, c'est pas CEO, c'est administratrice déléguée de Facebook, qui s'appelle Lean In. Et en français, ça a été traduit comme en avant toute. En fait, c'est un peu la limite de ce genre d'idées, c'est que en tant que femmes, nous devons développer nous-mêmes déjà, donc d'une certaine façon récupérer quelque chose qui ne serait pas à la hauteur, qui ne serait pas adéquat à un environnement, et nous devons nous mettre en avant. Donc, nous devons faire plein d'efforts pour rentrer dans un moule, dans la substance. Donc, il y a quelqu'un qui a travaillé longtemps à INSEAD, donc c'était à Fontainebleau, c'était à côté de nous, qui s'appelle Herminia Ibarra. C'est une femme qui a écrit des choses extraordinaires sur les femmes au pouvoir, sur le leadership des femmes, et qui nous aide en disant, ben, en fait, on a beau travailler sur le développement des femmes, on a beau développer cette idée que les femmes doivent se mettre en avant, doivent faire ceci et cela. En fait, si on ne transforme pas les systèmes, tout cela sera inutile. Et la chose intéressante, c'est que comme maintenant, ça fait pas mal de temps que les thèmes des femmes est travaillé dans les organisations, on voit très bien que si on ne travaille pas les terrains, on peut faire tout le travail qu'on veut, il n'y aura pas de progrès. Il y aura, comme on a vu pendant la crise du Covid en plus, les systèmes ont tendance, surtout quand il y a des conditions difficiles, la peur circule, à ériger des barrières. Et c'est qui les premières qui sont exclues du système? C'est les femmes. C'est les femmes qui perdent leur salaire, c'est les femmes qui sont pénalisées parce qu'elles sont devant leur ordinateur avec les enfants qui parlent derrière. Et c'est les femmes qui ne sont pas suffisamment bonnes pour rentrer dans le moule. Donc, qu'elles doivent travailler sur elles-mêmes, qu'elles doivent faire ceci et cela. Et donc, paradoxalement, les risques, c'est que le développement personnel, ça devient
ou même le développement organisationnel. Quand c'est fait dans des organisations, ça risque de devenir une obligation et une culpabilisation. C'est-à-dire, comme je ne suis pas suffisamment bonne, je ne peux pas rentrer dans ce moule, donc je dois faire des efforts. Et si je n'y arrive pas, c'est ma faute. Et ça, c'est le grand risque de tous ces travails. C'est que les barrières invisibles, elles risquent d'être encore là et d'agir pour exclure les femmes. Il y a quelque chose de très curieux. Donc, le livre de Sheryl Sandberg, en français, ça a été traduit. Donc, le titre, c'est Lean In. Donc, l'idée de Lean In en anglais, c'est vraiment je rentre, je me mets en avant. Par contre, la traduction française, et je l'ai découvert récemment, Lean In, ça veut dire aussi inclinez-vous, ça veut dire aussi pliez-vous, et ça veut dire aussi appauvrir. Donc, c'est très intéressant parce que derrière les signifiés de cela, il y a aussi deux signifiés qui ne sont pas du tout intéressants ou pas du tout gratifiants pour les femmes. C'est-à-dire, inclinez-vous, donc rendez à la révérence, faites la révérence, et appauvrissez-vous. Enlevez-vous quelque chose qui dérange, qui ne rentre pas dans ce système. Qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership, en fait, ce n'est pas... On a beau travailler sur nous-mêmes, on a beau dire, ah ben, je vais travailler sur moi-même, je vais faire du coaching, je vais faire quelque chose qui va me guider vers quelque chose de nouveau, me faire augmenter les compétences. Mais en fait, le leadership des femmes, ce n'est pas qu'une question de personnes, ça n'est pas qu'à moi, c'est une question de personnes dans un système et dans un contexte. Donc, il y a la personne, il y a l'entreprise ou l'organisation dans laquelle cette personne travaille, et il y a les contextes qui font, les contextes, donc c'est tout ce qui se passe en termes, par exemple, des lois, tout ce qui se passe en termes de grandes actions socio-économiques qui favorisent la présence des femmes. Un exemple pour cela, ça peut être par exemple le fait que les congés de paternité soient étendus. Il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente, Lydie ou quelqu'un de cinéma en attractivité, j'ai vu qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente et moi, je n'arrive plus à les faire entrer, hein, sinon je le ferais moi volontiers. Donc, je vous disais, c'est ces trois cercles qui doivent bouger. Donc, ce n'est pas que la personne, c'est la personne dans le système, dans un contexte. Et pas seulement ça, et pour renforcer ça, je vous dis que qu'est-ce que je peux faire, par exemple, par rapport à comment je prends mon leadership? Je peux me dire, bah, je vais travailler sur moi-même. Je vais, par exemple, faire du coaching. Et donc, je vais internaliser une nouvelle identité de moi-même en tant que leader. Donc, je vais, par exemple, si je ne suis pas trop incline à l'assertivité, je vais travailler sur mon assertivité et je vais me montrer assertive. Et donc, la prochaine fois que je vois un projet abandonné, par exemple en entreprise, ben c'est le cas en ce moment d'une femme que j'accompagne en coaching, j'ai dit, ben non, ces projets, il faut les reprendre parce que c'est cohérent avec notre mission, parce que j'ai mis de l'énergie, parce que, etc., etc. Donc, ça, c'est ce que je peux faire. Par contre, qu'est-ce qui peut se passer les autres? Donc, c'est-à-dire les collègues, et je ne dis pas que les hommes, c'est les hommes et les femmes, hein, parce que hommes et femmes, nous sommes dans ces contraintes, nous sommes dans cette double contrainte. Il peut se passer que les autres peuvent me renforcer parce que, par exemple, dans l'organisation, il y a eu des actions qui leur ont ouvert les yeux sur le fait qu'ils ne me voyaient pas quand j'étais dans des comportements plus assertifs. Donc, ils commencent à me voir et ils commencent à me renforcer, à me dire bah, « Bravo Sylvia, j'ai vu que tu as repris en main ces projets. Moi aussi, je me disais depuis longtemps que c'était dommage, etc. » Ou sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? D'une façon ouverte ou pas, ils peuvent me décourager. Et donc, me dire ou se dire dans les couloirs, oh, mais c'est là, mais qu'est-ce qu'elle se croit? Mais non, elle sait quoi? Pourquoi
aujourd'hui, à la réunion, je l'ai vraiment trouvée arrogante. Elle s'est vraiment montée la tête, mais ça doit être ses coachings qu'elle fait. Et en effet, quand les femmes font du coaching, elles risquent de devenir un peu, excusez-moi les mots, connes. Elles risquent de devenir un peu agressives. Elles risquent de devenir ceci et cela. Et donc, de cette façon, ils vont me renvoyer d'une façon consciente ou inconsciente, parce que ça se passe aussi pas ouverte, ça se passe au travers des regards, des petits comportements. Ils vont me renvoyer une image qui me fait penser, oh là là, j'ai essayé quelque chose de nouveau, mais en fait, je risque que plus personne m'aime. Je risque d'être exclu. Je risque, et donc, qu'est-ce qui peut se passer quand je reçois ce genre de signaux? Vous voyez, hein, c'est un circuit. Je recommence avec mon ancienne identité. Des femmes qui à l'écoute, je vais vous amener le café quand vous faites la réunion. Qui veut faire le compte rendu? C'est moi. Il est 19 heures, est-ce que tu as le temps de me regarder la relation ou de faire la relation? Si, pas de problème, c'est moi qui le fais, etc. Donc, je risque de retourner dans mon ancienne identité. Est-ce que tout est clair? Oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un s'est reconnu? Tout est clair? Vous avez besoin de poser des questions? Vous avez besoin d'amener des exemples aussi, hein, si vous voulez. Est-ce que j'ai arrêté les partages? Alors, attendez. Excusez-moi, mais c'est arrêté. En fait, Teams, je l'utilise de temps en temps. C'est un 30% de mes utilisations online. Et donc, autant sur Zoom, je suis tac, tac, tac. Teams, parfois, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que parfois, vous me voyez être incertain sur les partages. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur ces doubles contraintes? D'amener des exemples? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas où les hommes, au contraire, étaient comment dire, des éléments facilitateurs pour les femmes? Les contextes où c'était Oui, positif, finalement? Ouais. tout à fait. Dieu merci, oui. Tout à l'heure, je vais vous raconter un exemple, un cas dans lequel les hommes sont passés exactement d'une situation contre aussi pour des questions de compétition, hein, parce qu'après, le monde de l'entreprise, je ne veux pas dire, c'est pas le bisounours parce que j'aime pas dire ça, mais c'est un monde qui parfois peut être très compétitif avec des dynamiques très dures entre hommes et femmes et entre tout le monde, hein. Mais il peut très bien se passer qu'à un certain moment, des groupes d'hommes, quand ils commencent à prendre conscience du traitement qu'ils ont réservé aux femmes, ils changent complètement d'attitude. Et pas seulement ça, c'est un peu caricatural de le dire, mais c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai vu plusieurs fois se passer. C'est que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes pensent à leurs filles qui sont dans le monde du travail. Donc, je pense, par exemple, il y a beaucoup d'hommes entre la cinquantaine et la soixantaine. J'aime pas trop faire de stéréotypes, hein, parce que même la généralisation, c'est risqueuse. Mais je peux vous raconter des cas, et tout à l'heure, je vous raconterai un cas, en effet, d'hommes entre 50 et 60, pour lesquels la porte d'accès pour devenir alliés des femmes, ça a été exactement de réaliser que chez eux, ils avaient le même modèle des collaboratrices et collaborateurs qu'ils traitaient très mal, des générations des trentenaires. Et donc de dire, tiens, j'ai ma fille qui arrive chez moi et qui me dit exactement les mêmes choses que mes collaboratrices ou mes collaborateurs aussi, hein, parce que parfois c'est intersectionnel, donc il y a d'autres facteurs de diversité qui s'intersectent. C'est la même chose qu'elle me raconte. Qu'elles ont des difficultés, qu'elles ne se sentent pas reconnues, qu'elles ont du mal à se montrer, que quand il y a un poste qui se libère, elles ne se sentent pas mises dans la boucle et pensées pour ces postes. Donc, oui, tout à fait. Et maintenant, il y a un grand mouvement d'alliance
qui est rejoint de plus en plus d'hommes. Alors, ça, c'est un peu double tranchant parce que ce que je vois, et ça s'est passé récemment pour un panel, et vous savez que maintenant il y a aussi une expression qui a été créée pour définir les phénomènes, c'est les manels. C'est les panels de discussions qui sont composés que d'hommes. Et donc, c'est une amie qui est dans une association des femmes, une autre association des femmes, un réseau de femmes, qui organise un colloque pour parler de la crise économique et les femmes. Et sur 7 intervenants, 6 étaient des hommes. Et je lui ai dit en privé, on était sur une chat de l'association, et en privé, je lui ai dit, mais tu t'es rendu compte du manel que tu as fait là? Elle m'a dit, ah mince. Donc, pour dire que même quand on travaille les sujets, mais ce n'est pas pour faire du blaming and shaming, ce n'est pas pour faire de la honte à cette personne. En plus, je lui dis vraiment en privé, pas en public, parce que ce n'est pas efficace si c'est dit en public. Mais c'est pour dire, nous sommes en tant qu'hommes et femmes tellement encore prisonniers et prisonnières de ces deux stéréotypes que c'est difficile. C'est là où nous allons quand si nous ne sommes pas attentifs et attentives. Oui, et il y a un grand mouvement qui est d'alliance des femmes. Attention à ne pas laisser la parole qu'aux hommes. Parce que quand même, sinon ça devient justement les biais de deuxième génération, les stéréotypes de deuxième génération. C'est ça les risques. On pense d'avoir tout fait, mais en fait non, c'est encore loin d'être fait. Qu'est-ce que Moi, j'ai une autre question. J'ai l'impression que les moins de 30 ans ont moins ce comportement-là que les 50-60. J'ai l'impression qu'il y a un vrai changement avec l'arrivée de la génération. Alors, Y, après, je sais pas, c'était quoi avant Y, si c'était X. Ça, c'est les millénials. Alors, Ouais. c'est les Y. Après, avant, c'était les X. Ouais. Ben, Et les après, X, c'est les Y. millénials. Je les trouve plus ouverts. Alors, est-ce que c'est une impression ou c'est... Oui, alors, il y a à la fois des recherches qui nous montrent cela. Et je peux vous raconter une petite anecdote sur cela. L'autre jour, c'est encore une fois une anecdote avec mes étudiants parce que c'est en ce moment les contacts majeurs que j'ai, et puis physique aussi, c'est le seul contact physique, donc c'est ce qui est bien présent pour moi en ce moment. Je leur donne des films à voir pour après qu'ils préparent des leçons sur les thèmes du comportement. Donc, c'était un film sur le leadership. C'était Breakfast Club. Et dans les films, je ne m'étais pas rendu compte, hein, ça c'est les biais de... C'est ce que je vous dis, tout le monde est immergé, même quand on travaille sur ces thèmes. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ces thèmes, mais je suis dedans comme tout le monde. Donc, j'ai choisi ces films, Breakfast Club. J'oublie qu'il y a une scène particulièrement dure et que les femmes, en fait, elles sont un peu maltraitées dans les films. Et donc, les étudiants se préparent. Et après, il y a un étudiant qui me dit, « Madame, j'étais un peu étonnée que vous ayez pu nous donner ces films sur le leadership parce que, justement, c'est un film où les femmes ne sont pas mises en avant. » Et moi, j'ai dit, ah, mince, mais oui, c'est vrai, tout à fait, je ne m'étais pas rendu compte. Et alors, pour faire plus général, parce que ce n'est pas qu'un, les générations, donc moi j'ai des étudiants qui ont 25 ans, entre 25 et 30 ans, je les trouve à la fois en entreprise et d'un point de vue n'importe où qu'ils soient, je les trouve beaucoup plus attentifs, beaucoup plus, c'est vrai, en écoute, en réflexion, et peut-être une partie du changement a été faite. Par contre, encore une fois, quand les jeux deviennent durs, donc quand la compétition est là, ça risque d'être oublié, ça. Ça risque de revenir en arrière. C'est un peu, on sait un peu comment notre cerveau, qu'on commence à savoir, et on en sait maintenant pas mal, comment notre cerveau est câblé. Les changements, quand il est récent,
les connexions neuronales, on n'en a pas encore l'habitude, donc ce n'est pas encore quelque chose qui est acquis. Et dès qu'on est face à quelque chose de dangereux, nous revenons à des comportements assez primitifs. Donc, nous revenons en arrière, même collectivement. Il y a ces risques, plus que les changements, même d'un point de vue systémique et du contexte, hein, parce que c'est changement social, là. Quand il est établi, nous risquons moins de revenir en arrière. Donc, est-ce que ça sera pour nos filles, pour nos nièces, peut-être? Non, petites filles, ça se dit en français, pas nièces. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai juste une remarque, mais est-ce que du coup, le coaching individuel, c'est bien, mais finalement, pour faire évoluer les organisations, il faut surtout aussi l'accompagner de coaching collectif, parce que sinon, effectivement, soi-même, on peut avoir une réflexion et se dire, voilà, il faut que je change ci et ça pour être plus assertif, plus ça, mais de toute façon, le contexte étant tellement ce qu'il est, le coaching individuel sans le coaching collectif, ça peut faire du bien individuellement, mais ça n'aura pas forcément d'impact professionnel. Alors, oui, c'est une question. C'est vrai que c'est très important, et sinon, je ne ferais pas du coaching parce que je ne pourrais pas supporter de penser que ça ne sert à rien. C'est vrai que parfois, donc, dans des environnements qui sont disponibles, qui sont un peu ouverts à désapprendre, les coachings individuels, ça peut se révéler très utile. Donc, dans des environnements qui sont disponibles à accueillir ces changements, à changer des regards sur les femmes, à changer des regards, ça c'est très intéressant. C'est un outil intéressant. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, si je pense les 5 années surtout, j'ai accompagné beaucoup de femmes. En fin de coaching, ce qu'elles ont décidé, c'est « je sors ». Donc, chose qui me fait toujours poser la question, parce que quand on fait du coaching, surtout quand les contrats c'est d'entreprise, c'est un peu risqueux. Quand la femme sort, on se dit, est-ce que j'ai bien rempli mon contrat? Mais parfois, les conditions deviennent tellement dures et en plus, le coaching fait ouvrir les yeux sur une série de blind spots et à la fin de l'accompagnement, quand la femme a essayé plusieurs stratégies, en fait, ce qui reste, c'est de sortir. Ce n'est pas toutes les femmes que j'ai coachées qui sont sorties, mais si je pense surtout dans les 5 dernières années, il s'est passé que des femmes ont fini le cycle de coaching et puis elles se sont dites, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi, je vais chercher ailleurs. C'est vrai que quand on a la possibilité de faire un accompagnement aussi systémique, on agit au moins sur 2 des rondelles du leadership. Donc, bien sûr, on prépare un terrain sur lequel ce qui se passe pour les individus a plus de sens, a plus de possibilités et je vous montrerai des exemples de cela. Okay. Merci. Alors, si on aura un temps aussi à la fin pour les questions, mais je regarde la montre et je me dis qu'il faut que je rentre dans les exemples, comme ça je vous rendrai ce qu'on s'est dit, même très concret. Je vais continuer mon partage d'écran. Donc, on s'est dit sur cette question que Nelly a posée, est-ce que le coaching sert? Oui, mais c'est moi et les autres, donc c'est pas que moi. Le développement personnel et le coaching servent, bien sûr, mais s'il n'y a pas aussi un travail systémique et un travail systémique aussi, pas que sur les stéréotypes de première génération, mais même sur les de deuxième génération, donc les stéréotypes culturels, c'est très difficile après d'avoir un terrain fertile sur lequel jouer mon propre changement. Donc, je vous ai amené 3 petites histoires des leaderships qui se sont bien terminées. Des leaderships des femmes, là, il manque la déclinaison des leaderships. La première histoire, c'est la transformation d'une organisation. Donc, c'est un projet très complexe. Là, je vous raconte seulement une petite partie de ce projet, mais c'est vraiment, je ne fais pas des actions fragmentées, je ne fais pas
que du coaching, je ne fais pas que de la formation, je ne fais pas que de l'accompagnement fragmenté, j'accompagne une transformation profonde et culturelle de l'organisation. Donc, je travaille les sols en profondeur. Les sujets, je vous raconte donc une petite partie. Donc, premier sujet, la question était pourquoi les femmes trentenaires qu'on a recrutées dans les meilleures écoles, dans les meilleurs parcours, avec plein de compétences, etc., qu'on a dépensé beaucoup d'argent à recruter, pourquoi elles s'en vont à un certain moment? Pourquoi il y a un âge, et c'est vraiment lié à l'âge, dans laquelle, ou bien un âge et un rôle hiérarchique. Elle devient cadre et puis elle part. Pourquoi? Et donc, on est parti par les hommes, en interviewant les hommes, et donc en clarifiant dans quelle situation ces femmes partent, quelles sont les raisons qu'elles vous donnent, qu'est-ce que vous pensez, etc. Après, on est allé interviewer aussi des femmes qui étaient parties et puis des femmes qui sont restées. Donc, pour comprendre quels étaient les mécanismes du départ et les mécanismes du rester et qu'est-ce que le leadership avait à voir là-dedans. Qu'est-ce que les possibilités perçues, la possibilité, les sentiments de pouvoir personnel, qu'est-ce que ça venait dire là-dessus. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait un phénomène transverse qui touchait tous les hommes, qui était que derrière, quand ils regardaient les jeunes femmes, l'arrière-pensée des hommes, c'était quand elle reviendra de son congé de maternité, elle sera indisponible, donc elle sera hors compétition. Je ne pourrai plus vraiment lui donner un projet parce qu'elle aura que ses enfants en tête. Et donc, cela n'était jamais exprimé. Cette pensée était, on a vraiment dû challenger beaucoup pour qu'enfin ces pensées soient sur la table. Donc, ça, c'est les côtés hommes. Les côtés femmes, jeune femme, c'était j'ai vu la façon dont il me regarde. Il ne va jamais plus me confier des projets intéressants. Grosso modo, je suis grillée. Je resterai là, je resterai faire mes choses, mais si j'aspire surtout à certaines carrières, et bien sûr aux carrières qui sont les plus visibles, qui sont les plus reconnues, etc., j'aurai rien parce que je le vois déjà me regarder comme ça. Quand j'annonce, par exemple, que je suis enceinte. Donc, cela n'était pas dit. Donc, les raisons pour lesquelles les femmes partaient, qui étaient déclarées, étaient toutes sauf cela. Il n'y avait pas l'espace pour ces dialogues, pour ces passés. Et donc, là, comme je vous l'ai dit, le projet après a été beaucoup plus complexe. On a mis ensemble un groupe des femmes et d'hommes à travailler ensemble dans des espèces de focus group, mais qui étaient plus des groupes de créativité pour chercher à comprendre, et puis après pour chercher à donner des solutions. Une solution qui a été construite parmi beaucoup d'autres de ces projets, ça a été d'institutionnaliser, comme il y a les dialogues pour l'évaluation de la performance, il y a les dialogues pour attribuer les objectifs en début d'année, la revue de fin d'année, eh bien, il y a les dialogues maternité et paternité. Donc, quand il y a l'heureux événement, l'heureux annonce, il y a un module particulier avec une interview structurée parce que les choses, il faut les apprendre. Hein. Parfois, quand on les fait naturellement, ça ne marche pas super bien, qui permet de créer un espace obligé, entre guillemets, parce que c'est un espace duquel l'entreprise avait besoin pour qu'il y ait une confrontation, excusez-moi, pas une confrontation, un dialogue vraiment, un vrai dialogue sur ces thèmes. À quoi tu aspires? Est-ce que tu as envie de rester en contact ou tu as juste envie de prendre ton espace et puis de te représenter quand ça sera délivré, etc. Donc, c'est vraiment la création, plutôt que de laisser ça à la bonne volonté et aux stéréotypes dans lesquels on se comporte comme on s'est toujours comporté, et selon ces grands stéréotypes, hein, parce que
de la part du manager, il y a les stéréotypes. Les femmes, c'est la famille, c'est les soins. Donc, j'ai créé un espace et j'oblige, parce que c'est un module obligatoire, j'oblige les N+1 et les collaboratrices et collaborateurs, parce que c'est paternité aussi, à en parler. C'est quoi tes attentes? C'est quoi que tu veux voir se réaliser par rapport à ta relation avec moi et avec l'entreprise? De quoi tu as besoin? C'est quoi que tu demandes? Ça, c'est une première histoire qui s'est très bien terminée. Ça, c'était une grande entreprise. Et récemment, il y a une femme qui est devenue PDG. C'était une des femmes qui était dans ce groupe de travail, qui est maintenant PDG en entreprise. Donc, il fait partie de cette très risible pourcentage des femmes PDG en France. La deuxième histoire, transformer soi-même et son rôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y avait un groupe, il y avait une entreprise qui s'était rendu compte, c'est pas nouveau ça, que les femmes au poste de dirigeantes étaient que les 10%, alors que en entrée, les femmes étaient les 60% des personnes recrutées. Donc, ils ont fait plusieurs hypothèses. Par contre, c'était assez clair en regardant la pyramide hiérarchique qu'il y avait à un certain moment les femmes qui disparaissaient. C'est les barrières invisibles desquelles Herminia Ibarra parle dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure pour introduire ces thèmes de l'importance du travail du terrain, du soil, du terrain. Et donc, il y a ces constats. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, l'idée, ça a été, je mets un objectif. Autrefois, on l'aurait appelé quota. On les appelle plus quota, on les appelle objectifs parce que c'est des objectifs temporaires, ciblés et axés sur la compétence. Donc, les 30% des femmes doivent être promues au rôle de dirigeants. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas une quota? Parce que très probablement, et en effet, c'est ce dont ils se sont rendus compte au travers d'une analyse culturelle, les modèles de leadership n'incluaient pas les femmes. Les femmes, quand on regardait les caractéristiques de la leader, c'était plutôt du leader, c'était des caractéristiques masculines. Donc, on a travaillé sur la culture pour transformer ces modèles de leadership pour qu'ils soient plus inclusifs. Et en même temps, on a travaillé avec un groupe de femmes qui étaient les élus, un peu les femmes dans les pipes pour être promues dans ces rôles de dirigeantes, pour leur demander leurs besoins en termes de compétences. Donc, éventuellement, si elles reconnaissaient des choses qu'elles auraient aimé avoir dans leurs possibilités, pour les faire monter en compétences. Et les résultats, ça a été un changement du modèle de leadership, donc du regard collectif sur qu'est-ce que c'est une leader. Ça s'est transformé d'une façon que, en même temps, les femmes ont pu travailler sur elles et jouer avec leurs nouvelles compétences. Et il y a eu 100% des femmes qui ont été promues après les projets. On peut dire, c'était pas de l'affichage. Moi, j'aime pas faire les pinkwashing. C'était du réel parce que les résultats ont été obtenus. Donc, il y a eu vraiment quelque chose qui a bougé. La troisième question, c'est la troisième petite histoire du leadership, c'est et les hommes. C'est un peu la question de Nelly. Donc, les hommes. Comment on peut travailler sur les hommes? Les hommes sont aussi, on en a parlé moins parce que c'était quand même, les titres, c'était femmes et leaders, donc on est resté plus sur les femmes. Les hommes aussi, en plus de pouvoir être alliés à cette cause, parce que c'est une cause qui profite à tout le monde, c'est une cause, la cause de la reconnaissance du leadership féminin, c'est une cause qui peut aider à les entreprises à avoir plus de performances, à enlargir les talents qui sont utilisés, avoir plus de disponibilité de compétences et donc plus de performances,
à voir des choses sur les marchés qui n'étaient pas vues. Donc, les cas business pour les femmes commencent à être assez connus et c'est très large. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas que les alliances. Les hommes aussi peuvent travailler sur eux-mêmes. Et en particulier, je vous raconte l'histoire de ces directeurs. C'était un directeur pays qui a été envoyé par sa hiérarchie en coaching. Pourquoi? Parce qu'il rendait la vie très difficile à une femme responsable des productions sur son site. Donc, ils avaient des relations très difficiles. Cette femme, justement, c'était un peu la mouche blanche parce qu'il y en a très peu de directrices de production encore, parce qu'encore, c'est considéré un travail très masculin. Et ces directeurs pays rendaient la vie très, très difficile à cette femme, en particulier en l'accusant. C'était tous les manuels des accusations faites aux femmes. Elle est hystérique, elle est émotionnelle, elle ne sait pas contenir ses émotions, elle morfond en larmes devant ses collaborateurs, etc. Donc, c'était vraiment toute la panoplie des manuels. En fait, cet homme, ce qui s'est passé, donc en fin de compte, mes employés n'ont qu'à travailler. Voilà, en plus de ça, il était très, comment dire, très dur avec les employés. Ils n'étaient jamais contents, il n'arrivait jamais à reconnaître, à dire bravo, à fêter les succès. Et il avait un style de leadership très déconnecté de ses émotions. C'est la double contrainte, parce que l'homme dur, décisionnaire, qui prend le risque, etc., le corollaire, c'est tu ne manifesteras pas tes émotions. Donc, tes émotions, tu les gardes pour toi. Voilà, donc le travail que nous avons fait avec lui, c'est de pouvoir l'accompagner à se reconnecter à toute sa partie émotionnelle. Bon, le coaching m'a fait découvrir qu'en fait, il y avait une raison pour et qui venait de très loin, pour cette coupure et cette distance de soi-même d'un point de vue émotionnel. Ça venait de quelque chose de très loin. Et après, je l'ai aussi envoyé à faire de la thérapie, parce que le coaching, ce n'est pas la réponse à tout. Après cela, quand il a fini le travail sur lui-même, il a mené des activités aussi pour que, encore une fois, pour que la culture de l'entreprise puisse bouger. Il a fait des découvertes qu'il a voulu partager avec les sites. Et en obtenant que la fille en particulier qui était en train de partir, qui était très recherchée sur les marchés, qu'elle reste. Et puis que les indicateurs du climat améliorent. Et donc, on peut espérer, après je n'ai pas suivi, mais on peut espérer que quand les climats améliorent, comme il y a des connexions à la performance, que aussi la performance ait été impactée. Ça, c'est les 3 petites histoires que je vous ai amenées. J'aurais pu vous amener plein parce que c'est ma passion, c'est mon travail, c'est ce qui est vraiment mes passions dans la vie, c'est faire ce genre de travail. 4 leviers pour les changements, bon, c'est un peu, il n'y a pas tout, ouais, il y a quelque chose, quelques idées à utiliser comme levier pour les changements, mais vous avez vu qu'on va de l'individu au système, au contexte. Donc, ce n'est pas, donc c'est des premiers leviers connectés à l'énergie amoureuse et à la leadership d'empathie. Ça pourrait être arriver à se connecter à ses propres émotions, à celles des autres et au système. Donc, quel est l'état émotionnel de mon organisation? Créer des organisations qui nourrissent la curiosité. Souvent, on est empêché à se connecter à cette partie parce qu'on n'est pas curieux de l'autre. L'empathie ne s'active pas parce qu'on n'a pas envie de découvrir le monde de l'autre. Et favoriser un fonctionnement networking, des connexions, des groupes de travail transverses, qu'il y ait cette idée de connexion en networking. Sur l'énergie plus guerrière, avoir des conversations courageuses, parfois difficiles, donc instaurer, donner des outils, mais aussi favoriser le fait que les gens n'aient pas que des conversations gentilles entre elles et entre eux, mais qu'il y ait vraiment aussi les conversations difficiles. Donc, par exemple, aujourd'hui à la réunion, je me suis sentie, quand tu m'as interrompu, je me suis sentie, ou même
en ces moments, tu m'interromps, j'ai envie de finir parce que je me sens, etc., etc. Donc, la capacité à désapprendre, donc à retourner en arrière de ces apprentissages. Et après, dans la partie plus stratégique, la capacité à prendre de la distance, élargir son point de vue, prendre du recul, voir les stéréotypes personnels. Nous sommes humains, nous avons des biais, nous avons des stéréotypes. Donc, c'est dangereux de se dire, moi non, moi non. Tout le monde en a, même ceux qui... et même, les grands risques, c'est justement de partir dans une position de non-reconnaissance, de déni des stéréotypes. Et après, une vision qui soit le plus que possible partagée, accueillante, créer des environnements de travail équitables, et ça c'est très important. Il y a toute une théorie qui est très intéressante en économie, qui est la théorie de l'équité, qui nous aide vraiment à penser comment créer et quelles solutions mettre en place dans la société et dans le monde du travail, dans les systèmes pour avoir bien clair l'équité, donc pour que ça devienne une valeur pratiquée. Et puis, la reconnaissance des talents, n'importe qui les porte. Donc, savoir reconnaître les talents quand ils sont portés par les femmes et par les hommes, sans connotation de genre. Et voilà. Alors, nous sommes presque dans le temps. Est-ce que vous êtes encore là? Très bien. Alors, je vais vous demander, il nous reste quelques minutes, est-ce qu'il y a des dernières questions que vous avez envie de poser ou des retours que vous avez envie de donner, des choses que vous avez envie de partager? C'est le moment de... Nous pouvons mettre les caméras si vous voulez, comme ça on pourra se dire au revoir en plus bientôt, mais aussi utiliser ces moments pour échanger. Je vais peut-être juste donner un exemple. J'ai lu récemment le bouquin de Barack Obama. Et en fait, à un moment donné, dans son livre et dans son équipe, il y a des femmes. Et il y en a une qui est venue justement le voir pour lui dire que souvent les hommes les interrompaient quand elles intervenaient, que souvent, du coup, elles se sentaient hyper frustrées, hyper dévalorisées. Et qu'en fait, justement, dans son équipe, après, il a mené un peu une action par rapport à ça. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouvais que c'était intéressant et surtout courageux de sa part, quand même, à la fois de le reconnaître, le sujet, et de le traiter, quoi. Voilà, et en fait, apparemment, les hommes, alors c'est un peu facile, hein, mais quand ils ont travaillé sur le sujet, ils ont dit, on ne se rendait pas compte. Oui, oui. Alors peut-être, c'est peut-être vrai, ou c'est peut-être ça les arrangeait aussi de ne pas s'en rendre compte. Oui, c'est exactement ça. Mais je pense, après les mouvements MeToo, à plein de limites, à plein de... Mais c'est vrai que c'est très intéressant qu'il y ait ces genres de mouvements parce que même s'ils sont violents, s'ils sont un peu dans la revendication, s'ils ne sont pas nécessairement un agent de changement, donc agent de changement, c'est quelque chose plutôt incluant. J'inclus aussi les hommes dans mon désir de faire évoluer les choses. Par contre, les grands mérites, c'est d'avoir mis... d'avoir rendu visible ce qui s'est passé, d'avoir mis des mots sur ce qui s'est passé et d'avoir libéré la parole. Et c'est un peu ce qui se passe dans les entreprises, c'est ce qu'il dit Barack Obama, hein, c'est cette libération quand on peut en parler, on peut dire, parce que comme ça devient visible et on peut y travailler dessus. On peut faire bouger les choses. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup parce que je vois le temps qui est juste sur la frontière. Merci beaucoup. Merci de vous être levé très tôt et puis de votre participation. Je repasse la parole peut-être à Lydie pour les conclusions. Et encore un grand merci. Hein. Merci. Alors, merci Sylvia, c'était vraiment intéressant. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait instaurer un dialogue franc
Hein. Pour lutter sur notre syndrome de l'imposture, hein, ce qui était bien en interne quelquefois, c'est de fixer des objectifs internes pour pouvoir justement permettre à tous de réussir. Et puis sinon, il fallait aller vous voir pour faire du coaching. Donc, pour pouvoir réussir. Donc, merci à tous. Nous enverrons le replay. On s'occupe de tout pour que tout le monde puisse obtenir le replay et puis aussi la présentation qui a été faite. Un grand merci Sylvia et merci à tous d'avoir été présents ce matin. Merci à vous toutes, merci à Cinéma en Activité. Merci beaucoup. Merci.